Bonjour à tous et à toutes. Alors, je m'approche pour vous voir. Parce qu'en général, j'aime bien les conférences sur la tech parce qu'il y a plein de mecs. Et alors, c'est pas de la démagogie tout venant que je suis en train de vous faire, mais étant donné le pourcentage des femmes dans la tech, s'il fallait compter uniquement sur les femmes pour changer les proportions, clairement, ça va pas suffire. Donc, merci. Donc, j'aime bien faire des conférences où il y a un peu de mixité quand même. Bien, je suis donc Isabelle Collet, je suis prof en sciences de l'éducation à l'Université de Genève et ça fait 20 ans que je travaille sur les questions de genre dans le numérique. Et pour tout vous dire, il y a 20 ans, tout le monde s'en moquait éperdument. Donc c'est un grand progrès pour moi de constater que maintenant on m'invite sur des festivals, fest de ce genre. À l'origine, j'étais informaticienne. Et si j'ai quitté l'informatique, c'est pas par manque d'intérêt pour l'informatique. Alors la première chose que j'ai constatée, c'est quand je vous dis que je suis informaticienne, je dois préciser parce que par défaut, on pense que je suis informaticienne de gestion, vu que je suis une fille. Alors non, j'étais en traitement du signal numérique, traitement des images, à une époque où c'était pas très courant, c'était assez pionnier. Et si je suis partie, c'est pas parce que j'aimais pas, ou que je me suis dit que finalement c'était pas pour moi, ou que je m'étais trompée d'orientation. Non, non, si je suis partie, c'est qu'au moment où je suis arrivée sur le marché du travail, il s'est passé différents phénomènes, dont le fait que j'ai constaté que j'étais une femme. Alors, j'avais un peu un doute avant quand même, je vous rassure. Mais en fait, j'ai constaté qu'être une femme, ça posait un problème. C'est-à-dire, moi, je pensais que j'étais une informaticienne, et pour de potentiels employeurs, j'étais une jeune femme mariée en capacité de faire des tas d'enfants, dont j'allais sûrement m'occuper exclusivement, et j'étais pas le premier choix. Donc j'ai repris mes études, je suis rentrée à l'université, je suis devenue sociologue, et je me suis mis à travailler à cette curieuse question, pourquoi il y a tant d'hommes et si peu de femmes en informatique? Parce qu'on dit toujours, pourquoi il y a si peu de femmes? On pourrait se poser la question, pourquoi il y a tant d'hommes? Alors c'est ce dont on va discuter aujourd'hui. Alors apparemment, il n'y en a pas tant que ça. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui pensent qu'il n'y en a encore pas assez. Alors, ce qui est quand même confondant, parce que les femmes dans le numérique, il faut quand même une loupe pour les retrouver. Mais voilà, Zuckerberg, il pense qu'il n'y a pas assez d'énergie masculine. Alors, je ne sais pas ce qu'il veut dire par là. Est-ce qu'il veut dire qu'il n'y a pas assez d'hommes? Ou est-ce qu'il veut dire que les hommes qui y sont, ce n'est pas des vrais mecs, parce qu'ils n'ont pas cette énergie masculine? Je ne sais pas trop. En même temps, lui-même, il n'incarne pas particulièrement le stéréotype de la masculinité. Je ne sais pas. Il y a un truc qui m'échappe. Mais quoi qu'il en soit, les chiffres, ils sont plutôt comme ça. Alors, vous voyez, en rouge, vous avez les hommes, en vert, vous avez les femmes. Ça, c'est les chiffres européens. Enfin, franchement, je pense que pas assez d'énergie masculine. Oui, alors après, on peut arriver dans le négatif, si on met encore moins de femmes, mais c'est quand même un peu curieux. Voilà, la moyenne européenne est quelque part entre 15 et 18%. À Genève, en Suisse, là d'où je viens, on ne fait pas beaucoup mieux. On a une technologie qui est fondamentale dans la société aujourd'hui et qui est pensée, développée, imaginée, installée, maintenue par une population homogène, en gros, à 85%. Quelle que soit la bonne volonté de cette population, elle ne peut pas être inclusive. 85%, c'est quand même beaucoup trop d'homogénéité. Alors, parfois on dit, souvent on dit, oui mais les femmes elles n'aiment pas. Elles n'y vont pas parce qu'elles n'aiment pas et donc on ne va pas les forcer. Arrêtons de faire des actions incitatives envers les filles en informatique. Elles ne veulent pas, elles ne veulent pas. On ne va pas les forcer, j'ai toujours trouvé ça très curieux. Alors là, je ne peux pas le faire avec vous parce que la disposition de la salle ne le permet pas, mais vous vouliez faire quoi quand vous étiez petit et petite? Est-ce que vos rêves de quand vous étiez petit et petite, c'est ce que vous êtes en train de faire maintenant? Alors moi, je vais vous dire, quand j'étais petite, je voulais être patronne de salon de thé. J'avais calculé, si je voulais manger les gâteaux, il valait mieux que je sois la patronne de salon de thé. Je n'ai pas fait ça. Pour le coup, je ne le regrette pas. Je vis très très bien en tant que sociologue. C'est pas mal qu'à un moment, on m'ait dit, bon, patronne de salon de thé, ok, mais si ça se trouve. Quand vous parlez aujourd'hui aux collégiens, aux collégiennes,
et qu'on leur demande ce qu'ils et elles ont envie de faire, vous savez ce qui ressort majoritairement? Influenceurs, youtubeurs, éventuellement actrices, footballeurs. Et en général, on leur dit, bon, oui, alors peut-être, mais sinon on pense quand même à d'autres études, des fois que le plan A ne marche pas. Et ça me semble une très très bonne idée. Ce que je veux dire par là, c'est que on ne va pas les forcer. Ben si, forcer non, mais on influence un peu tout le temps. D'ailleurs, réfléchissez au fait qu'un élève, quand on dit d'un élève, cet élève, il faut l'orienter. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ben, que l'orientation générale qu'il pourrait espérer, ben, il ne va pas pouvoir l'avoir et qu'il va falloir construire un autre projet d'orientation avec cet élève. Donc, il ne faut pas les forcer, c'est quand même une phénoménale mauvaise foi. Alors, l'autre chose, c'est cette théorie des préférences. Les femmes préfèrent faire autre chose. Et alors, récemment, il y a un article, enfin récemment, quelques années, un article qui est sorti qui montrait que les pays les plus développés, dans les pays les plus développés, et ceux dans lesquels les droits des femmes étaient les mieux respectés, étaient les pays dans lesquels les femmes allaient le moins dans les sciences. Et l'article en concluait que quand les femmes avaient toutes les possibilités ouvertes devant elles, eh ben, elles ne voulaient pas aller en sciences. Ça prouvait bien qu'elles n'aimaient pas ça. Ouais, sauf que les hommes non plus. En réalité, plus un pays a un indice de développement humain élevé, moins les jeunes s'orientent dans les métiers des sciences et techniques. Pour une raison hyper simple, c'est que les pays qui ont un indice de développement humain élevé sont des pays où il y a beaucoup de métiers dans le tertiaire, et des métiers dans l'industrie, et des métiers un peu moins dans le secteur primaire. Les pays avec des indices de développement humain plus bas ont beaucoup moins d'options dans le tertiaire. Donc en gros, si vous avez plus de boîtes et autant de personnes, ben, elles se répartissent dans davantage de boîtes. Donc plus il y a une variété de métiers, moins l'industrie ou la tech est le refuge, tant pour les hommes que pour les femmes. Alors on peut réfléchir à inciter les jeunes filles et garçons à aller dans la tech parce qu'on a besoin de la tech, mais le fait que les pays développés aient du mal à recruter les femmes, sachez qu'ils ont aussi du mal à recruter les hommes, certes pas dans les mêmes proportions. Néanmoins, en informatique, il se passe quelque chose de tout à fait curieux. Sur ces courbes-là, comment ça rend? Ouais, ça rend pas mal. Ça, c'est les champs de discipline aux États-Unis entre les années 60 et les années 2020. En bleu, vous avez la médecine, le droit et les sciences physiques. Et la part des femmes, vous voyez, elle augmente gentiment pour atteindre à peu près 50% dans toutes ces filières-là. En physique, un peu moins. En rouge, c'est l'informatique. Jusque dans les années 80, l'informatique est complètement dans la course. Et puis, passé les années 85, et puis après, ça redescend. On est presque revenu à l'état initial. Alors, voyez, si cette théorie des préférences était vraie, comment ça se fait que dans les années 80, les femmes préfèrent et dans les années 2020, les femmes préfèrent plus? Alors, soit il y a une mutation de l'espèce, mais on ne va pas retenir l'hypothèse, soit c'est autre chose. Ça, c'est la France. J'ai fait ma thèse là-dessus il y a 20 ans à peu près. En rouge, vous avez la part des femmes dans les écoles d'ingénieurs. Sachez qu'aujourd'hui, on est tangentiel à 30%, mais on n'y est toujours pas. Donc 30%, un peu moins d'un tiers. Et en bleu, c'est l'informatique. On a la même courbe en forme de cloche. Jusqu'au début des années 80, l'informatique, c'est une discipline plutôt fréquente pour une femme dans la tech. C'est même la deuxième discipline la plus fréquente après l'agroalimentaire. Aujourd'hui, retour à peu près à l'état initial, c'est la discipline la moins fréquente avec l'aéronautique. Bon alors, il se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe dans les années 80? Il se passe deux choses à la fois. Les années 60-70, c'est l'arrivée massive des femmes dans le monde du travail. L'informatique, c'est une discipline pas très reconnue, pas très bien identifiée, qui ne s'appelle pas forcément informatique, mais par exemple calcul numérique. C'est un métier technique du tertiaire. L'informatique, c'est les banques, les administrations, éventuellement la partie des industries, mais la partie administrative. Pour une femme scientifique, ce n'est pas aussi fortement contre-stéréotypé que l'industrie, les classes, les bottes, le chantier, etc.
Et là, les femmes arrivent massivement dans tous les métiers, dont l'informatique. Et puis, années 80, il se passe deux choses. Premièrement, le micro-ordinateur arrive, et il arrive simultanément en entreprise et dans les foyers. C'est pas le même, hein, évidemment, mais il va se créer une fausse continuité des représentations entre ces jeunes hommes très investis dans le rapport à la machine, qui bidouillent leurs Zorit, leurs TO7, leurs Apple II, moi j'étais génération Apple II, et qui programment, et ces ordinateurs en entreprise. Et il se crée une représentation qu'on n'avait pas, un idéal type qu'on n'avait pas. L'informatique, c'est les jeunes hommes qui bidouillent. L'image du nerd ou du geek apparaît, on n'avait pas le terme à l'époque, mais c'est là que l'image apparaît, portée d'ailleurs par la pop culture des années 80. Mais simultanément, les métiers de l'informatique gagnent en prestige. Les discours politiques institutionnels vont fortement sur c'est l'emploi assuré, c'est l'avenir, il faut que la jeunesse de ce pays s'engage dans l'informatique pour le XXIe siècle. Et donc on a à la fois un métier qui monte en prestige, avec des bons salaires et des belles carrières, un micro-ordinateur qui crée une nouvelle représentation des métiers informatiques, les deux choses se croisent et vous avez cette arrivée massive des hommes dans l'informatique. Ce n'est pas un départ des femmes, c'est les hommes arrivent de manière tellement massive qu'en pourcentage, évidemment, ça s'effondre. Voici des images de l'informatique, C2I au Newell-Bull, des années 60-70. S'il y a des femmes sur les images, ce n'est pas parce qu'on a voulu faire des actions affirmatives en les prenant en photo. Ce n'est pas un effort compensatoire pour en mettre. C'était le paysage normal des salles machines, ces salles climatisées qu'on mettait au sous-sol, et la population est mixte. Et ça, c'est l'arrivée du micro-ordinateur. Alors, une mention spéciale pour l'Apple II, pendant que madame fait la vaisselle avec le sourire, parce que nous, les femmes, quand on fait la vaisselle, ça nous épanouit, c'est pas croyable. Monsieur fait le budget familial. Là, on vend du fantasme, hein, on est bien d'accord. Ce que je veux dire par là, c'est que les calculatrices existaient déjà. On n'avait pas besoin d'un Apple II qui coûtait super cher pour faire le budget familial. Et à côté, vous avez IBM qui annonce l'ordinateur portable. Alors certes, il est portable à deux mains, mais vous voyez d'où on vient. Et sur toutes ces images, ce sont des hommes qui se retrouvent aux commandes de l'ordinateur. Et donc voilà, on en est là. Et vous allez me dire, et pourquoi ça ne change pas? Aujourd'hui, la place des femmes a beaucoup changé dans la société. Les femmes font des études, elles sont diplômées. Pourquoi on en est là? Ça s'est beaucoup arrangé. Alors oui, ça s'est beaucoup arrangé. Mais ça, c'est mon worst of de ces dernières années. C'est ce que je montre aux enseignants et aux enseignantes à Genève à qui je fais cours. Voilà, mon worst of, c'est par exemple ces fauteuils, ces gonflables qu'on peut acheter pour les enfants en bleu. On connaît le code couleur. Hein. Je suis un petit génie, c'est maman qui le dit. Et en rose, pipelette de mère en fille. À droite, alors là, j'ai pris en photo le sol de ma pharmacie. Sur le sol de la pharmacie, il y a de la publicité pour un dentifrice. Et on se brosse les dents vers 3-4 ans. Et qu'est-ce qu'on apprend? Qui se brosse les dents? Alors nous avons Pauline la coquine, Wilfried le bolide, Timéo le super-héros, Juliette la starlette. Vous voyez, on a 4 ans, on se brosse les dents et on pense à un destin très différent pour vous. La cerise sur le gâteau, c'est ces deux mapmondes. C'est là que je me rends compte, et vous aussi probablement, que quand j'étais petite, j'avais la mapmonde pour garçons. Parce que j'avais une mapmonde avec des océans bleus et des terres marrons. Maintenant, il existe la mapmonde rose avec des océans rose clair et des continents rose foncé. Alors, un, c'est idiot, quand même, hein, faut pas oublier. 2, à partir du moment où on crée l'objet rose, l'autre devient pour garçon. C'est-à-dire quand on crée une science, entre guillemets, rose, plus choupie, plus mignonne, avec des licornes, des lapins et des paillettes, c'est la science pour filles. Et la science qui n'est ni pour filles ni pour garçons, puisqu'on en a fait une déclinaison rose, eh ben, ça devient pour garçons. Et cette spécialisation des jouets, des représentations, aujourd'hui, pour les enfants, c'est encore très très présent. Et plus que ça ne l'était dans les années 80, par exemple. Et puis, c'est assez difficile de faire tout le temps attention. Des fois, on vous dit, faites attention à ne pas mettre de stéréotypes. Mais on ne vous explique pas, on ne vous forme pas nécessairement à comprendre comment ils sont faits, les stéréotypes. Ça vient d'un livre
de lecture pour le CP qui doit avoir maintenant une bonne vingtaine d'années. Elle lit, il compte. On se dit, OK, ça, on ne le ferait plus. OK, ça, on ne le ferait plus. Et ça, je l'ai chopé sur le site d'une association qui, en plus, veut faire la promotion des maths pour les filles. C'est rigoureusement la même chose. Elle lit, il compte. Comment ils en sont arrivés là? Ils sont allés dans une banque d'images. Ils ont cherché une image gratuite avec des enfants qui faisaient des trucs de technique et ils ont pris une des images. Et quand je les ai dit, mais vous ne trouvez pas que ça ressemble à elle lit, il compte? Aussitôt, ils ont vu le problème et aussitôt, ils ont enlevé l'image. Mais c'est tellement facile, quand on va plonger dans les représentations qui sont à disposition, de remettre une couche sur les stéréotypes. Voilà, elle lit, il compte. Alors, ça, c'était les problèmes. On va essayer de passer aux solutions. Alors, on va être modeste, j'ai 20 minutes, je ne vais pas complètement vous refaire le monde, mais je vais quand même vous dire qu'on n'est pas sans solution. Là, je vous ai fait une liste des stratégies souvent mises en avant et on va se le dire en face, si ça marchait, on s'en serait déjà rendu compte depuis le temps qu'on fait ça. Je n'ai pas dit que ça servait à rien du tout, mais j'ai dit que si on se contente de ces stratégies-là, on ne va pas changer grand-chose, ça ne suffit pas. Alors, la première, et la première croyance d'ailleurs, c'est important d'agir le plus tôt possible, dès la primaire, dès la maternelle, dès le jardin d'enfants, peut-être in utero, allez savoir, le plus tôt possible, car les stéréotypes ne sont pas encore ancrés. Ça, c'est de la pensée magique. Les stéréotypes, les enfants de 5-6 ans sont aussi compétents en stéréotypes sexués que les adultes, simplement, ils sont appliqués à leur environnement. Oui, les stéréotypes sont connus. Ça ne veut pas dire que c'est trop tard et que ça ne marchera jamais, mais penser qu'on va agir avant, tout déstéréotyper les petits et qui vont nous générer un monde égalitaire, ça c'est franchement de la pensée magique. Comment voulez-vous que des enfants qui vivent dans un monde cerné par toutes ces représentations, par quelques activités où on leur dit les garçons et les filles peuvent jouer à ce qu'ils veulent ou à ce qu'elles veulent, ça ne va pas suffire. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas agir en primaire ou qu'il ne fallait pas agir en maternelle. Par contre, le moment où c'est le plus efficace, c'est au moment où les élèves, les jeunes, sont inquiets et angoissés pour leur orientation. Le moment de Parcoursup, les gens qui ont des enfants qui sont en terminale me comprennent, c'est le moment où ça angoisse et c'est le moment où on est le plus efficace. Si vous avez les moyens de faire une seule action, eh ben faites-le sur les paliers d'orientation. C'est là où c'est le plus efficace, parce que de toute façon, les stéréotypes sont tout le temps en activité, et là, vous venez éventuellement avec des solutions, avec des réponses, avec des idées différentes. Deuxième chose, les rôles modèles sont une stratégie efficace. Alors, les rôles modèles, les personnalités inspirantes, des femmes qui ont réussi, etc., etc. Il faut qu'il y en ait plus. Si on n'a pas de femmes en sciences, c'est parce qu'on n'a pas suffisamment de représentation de femmes. Oui, mais l'impact d'une stratégie via rôle modèle est vague, pour ne pas dire moins, mais en tout cas limité aux personnes déjà intéressées. C'est-à-dire, si vous prenez des filles qui ont envie d'aller en sciences, et que vous leur montrez des personnes qui leur ressemblent et qui ont réussi, qui leur ressemblent, ça veut dire des étudiantes pour des lycéennes, des jeunes femmes en entreprise pour des étudiantes, dont le milieu social est proche, ou le milieu culturel est proche. Oui, là, ça peut marcher, ça encourage, ça veut dire, regarde, je te ressemble, j'ai pu le faire, tu pourras le faire. Mais si les personnes pensent que de toute façon les sciences ne sont pas pour elles, elles vont regarder passer vos rôles modèles de manière assez détachée. Et puis, remettre des femmes dans l'histoire des sciences et techniques, c'est juste refaire une histoire des sciences et techniques correcte en arrêtant d'oublier les femmes de premier plan qui étaient. Ce n'est pas du rôle modèle. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, pour les filles en physique, on dit, bah oui, les femmes peuvent faire de la physique, regardez Marie Curie. Marie Curie, ce n'est pas un rôle modèle. Parce que Marie Curie, alors déjà, c'est une femme morte il y a longtemps, difficile de se projeter dans Marie Curie, puis Marie Curie, c'est 2 prix Nobel. Vous vous rendez compte?
vous projetez dans quelqu'un qui a 2 prix Nobel. C'est complètement écrasant. Alors, Einstein non plus, c'est pas un rôle modèle. Hein. Sauf qu'entre les garçons et Einstein, il y a plein d'autres modèles entre-temps. Si je ne suis pas Einstein, j'ai des plans B. Marie Curie, elle vous dit... Marie Curie, c'est l'exception qui confirme la règle. Elle vous dit, alors, une femme en physique, il y a une place pour des Marie Curie ou rien. Donc, les rôles modèles, c'est vrai que c'est pas cher. Ça met sur les femmes la responsabilité de faire venir d'autres femmes. Et comme je vous disais au début, il n'y en a pas beaucoup. Ça fait peser cette responsabilité sur pas grand monde. Et puis, ça a quand même une efficacité limitée. Alors, si vous êtes une association de femmes scientifiques, oui, là, c'est votre rôle, si vous en avez envie, si vous avez le temps, d'être exemplaire, enfin, d'être exemplaire, comprenez par là, de montrer qu'on peut faire ce métier, surtout pas en étant exemplaire au sens de parfaite, ça c'est écrasant. Si vous êtes une institution, si vous êtes une entreprise, comptez sur les femmes de votre entreprise qui ont déjà fort à faire avec leur propre carrière, avec le plafond de verre, avec la double journée, pour faire les rôles modèles, c'est quand même un peu vous débarrasser de vos responsabilités. Et enfin, il faut déconstruire les stéréotypes, ils sont la cause des inégalités. Oui, il y a des stéréotypes, on est d'accord. Ils sont la cause? Ben non, ils ne sont pas la cause, ils sont la conséquence. Et je vais vous l'expliquer avec l'informatique. Vous avez vu ces années 80 où il y avait beaucoup de femmes? Si je reprends encore un peu avant, années 60-70, la programmation était même considérée comme un métier féminin. Parce que c'était un sous-produit de l'informatique, moins considéré. C'était pas là où il y avait les métiers de l'ingénierie qui étaient plus prestigieux. Et donc, un petit métier de l'informatique qui était vu en plus comme un métier du tertiaire, avec un clavier. Vous voyez, les femmes ne seraient pas dépaysées, elles étaient dactylo, elles auraient un clavier, ça irait bien. Et dans les magazines féminins, on pouvait lire « Mesdames, tournez-vous vers les métiers de l'informatique, ce sont des bons métiers pour vous. Si vous savez programmer un dîner, vous saurez programmer un ordinateur. Ne cherchez pas, c'est idiot. » Les stéréotypes n'ont pas besoin d'être sensés pour s'installer. Là, vous comprenez que c'est idiot parce que vous savez, un, vous ne voyez pas le rapport, évidemment, et deux, dans les métiers de la programmation, on a plutôt quelque chose comme 85% d'hommes. Si c'était un métier intrinsèquement et naturellement féminin, on s'en serait rendu compte. Mais à l'époque, entre guillemets, ça passait. Alors ça passait pourquoi? On prenait une réalité sociale, beaucoup de femmes en programmation qui était un métier pas si bien considéré que ça, et de cette réalité sociale, on générait les stéréotypes qui permettaient de la justifier. Donc les stéréotypes, c'est la conséquence d'une réalité sociale et pas la cause. Donc lutter contre les stéréotypes, c'est important pour montrer que les stéréotypes ne sont sont des constructions sociales. Par contre, c'est comme la mauvaise herbe. Si vous n'attaquez pas la source du problème, vous n'avez jamais fini d'arracher ces mauvaises herbes. Bien, alors... Donc, ce que je vous ai montré précédemment, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas le faire, mais j'ai dit qu'il ne fallait pas faire que ça. Vous avez deux grandes catégories de mesures incitatives. Ce qu'on appelle les mesures d'équité, ou aussi mesures de rattrapage. C'est des mesures qui ciblent plus précisément les femmes et les filles. Alors, des mesures d'équité, c'est par exemple des concours mettant les femmes ou les filles en valeur. Je dois avoir ça sur la slide d'après. Attendez. Donc deux grands types de mesures, les mesures d'équité et les mesures systémiques qui viennent lutter contre une censure sociale, par exemple via les stéréotypes qui expliquent aux femmes qu'elles ne sont pas à leur place. Et ensuite, si vous voulez transformer votre organisation, il faut penser l'inclusion en 3 temps. Intéresser des femmes qu'elles postulent, les recruter une fois que vous avez les postulations, et socialiser l'entreprise ou l'institution à garder ces femmes. La rétention, c'est une dimension importante. Donc voilà, je disais les premiers types de mesures, les mesures d'équité. Alors il y en a un certain nombre, on les fait déjà assez souvent. C'est la lutte contre les stéréotypes, en expliquant aux femmes qu'il n'y a pas de raison qu'elles ne viennent pas parce que les stéréotypes ne sont pas fondés. Les rôles modèles, dont je vous ai déjà parlé, dont l'impact est relativement limité. Les concours bourses-prix à destination des femmes et des filles. C'est un premier pack de mesures, mais c'est loin d'être suffisant. Des mesures plus efficaces qui peuvent poursuivre derrière les rôles modèles, c'est le coaching ou le mentorat. Et d'ailleurs, soit dit entre nous, des hommes peuvent être de très bons coachs.
des hommes formés à faire du mentorat à destination de femmes ayant du potentiel peuvent être de très bons mentors. Parce que pour les femmes, c'est important d'avoir un signal qui est, bon, je sais en tant que femme que je vais aller dans un métier où il y a essentiellement des hommes, mais parmi ces hommes, il y en a, genre mon mentor, qui sont prêts à donner de leur temps parce qu'ils croient au potentiel d'une femme. Mine de rien, c'est un signal qui est fort. Parce que si on compte, comme je vous disais tout à l'heure, que sur les femmes pour transformer les choses, on n'est pas assez nombreuses, on va s'épuiser. Des espaces ou des moments non mixtes. Alors je sais, la non-mixité, il y a des gens, ça les tétanise. À quoi ça sert des espaces ou des moments non mixtes? Quand vous êtes ultra minoritaire, vous retrouvez tout ensemble, vous restez toujours ultra minoritaire, mais soudain, vous cessez d'avoir l'impression d'être isolé. Je vous donne un exemple. Je suis allée une fois dans une conférence d'informatique. Il devait y avoir 40 femmes sur 600 personnes. Je peux vous assurer que quand on voyait la population de cette conférence, on avait l'impression qu'il y en avait 0. Il y a eu une session femmes. Elles ont vu qu'elles étaient 30. Alors ça reste 30 sur 600, mais soudain, elles étaient ensemble et donc elles n'étaient pas 0. Et par ailleurs, elles pouvaient parler entre elles de ce que ça leur fait d'être 30 sur 600. Voilà. Des moments non mixtes entre hommes, on en a moins besoin de fait, parce que si je vous demande qu'est-ce que ça vous fait d'être 600 sur 30, voilà, d'être 530, 570, c'est moins manifeste évidemment, mais ça pourrait être aussi un bon sujet de discussion. Et puis les quotas, alors ça c'est le gros mot, les quotas. Les quotas, c'est souvent un mot qui embarrasse, parce qu'on se dit, si on fait un quota, ça risque de faire venir des femmes qui n'ont pas le niveau. Pourquoi? Pourquoi elles n'auraient pas le niveau? Voilà. Moi, très clairement, je préfère être là grâce à un quota que pas là grâce à un quota. Parce qu'au moins, je suis là. Et je peux toujours montrer que j'ai le niveau. Parce que quand je ne suis pas là, évidemment, j'ai beaucoup moins de chances de le faire. Voilà. Et puis, ce quota, c'est pas on va chercher des femmes en difficulté, les pauvres, on va les aider, on va les faire venir. Non, non. C'est si on prend acte de tous les obstacles qui sont sur leur parcours, de la maternelle à l'université, si à la fin, là, on va donner un petit coup de pouce pour rattraper cette censure sociale, les femmes qui sont encore dans la course après toute cette censure sociale, ouais, je pense qu'elles en veulent, quoi. Si là, on met un peu un quota, un peu un coup de pouce, il y a peu de chances qu'on fasse venir des personnes qui ne sont pas valables. Du temps où il y avait un bac S en France, mon argument était de dire aux écoles d'ingénieurs, vous mettez un quota, vous montez le niveau. Parce qu'il y a plus de femmes avec mention bien et très bien que d'hommes au bac S. C'est quand même une autre façon de voir le quota. Ouais. Et puis si on fait une seule chose, c'est pas un vrai graphique, mais vous allez comprendre. 82% des personnes en informatique n'ont jamais eu de problème de sexisme et 18% sont des femmes. On n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Ce que je veux dire par là, c'est que si les filles anticipent que leur vie dans les contextes numériques et les contextes d'informatique ne sont pas sympas, et c'est déjà ce qu'elles vivent dans les options NSI, dans les lycées. Il y a un très bon rapport du Centre Hubertine Auclair sur les filles ultra-minoritaires en NSI, ce qu'elles entendent et ce qu'elles vivent. Eh bien, si elles se disent, ce que je vis aujourd'hui au lycée, ça va être ma vie quand je serai dans la tech, elles vont faire autre chose. Elles n'ont pas envie. La première chose, si on fait une seule chose, c'est bannir les plaisanteries sexistes, le harcèlement sexiste et sexuel dans les contextes de formation et les entreprises. Faire de ces lieux, alors non pas des safe space, ça n'existe pas, mais des safer space, des endroits où on se sent un peu mieux. Imaginez, alors je dis imaginer, c'est ce que j'ai vu dans mes études sur les écoles d'informatique, une volée de 40 étudiants et étudiantes, 2 filles. Imaginez que sur ces 40 étudiants, il y ait 5 abrutis, sexistes, vulgaires, qui font des remarques, 5 sur 40. C'est loin d'être la majorité, mais les filles, elles sont 2. Alors elles se les prennent temps plein. Et si les 35 mecs étaient solidaires, il y aurait moins de problèmes. Mais ce n'est pas toujours le cas.